Alors, donc bonsoir à tous. Nous sommes le 23 mars 2023. Vous pouvez aller voter pour votre député européen le 9 juin prochain. Donc ça fait très longtemps, ça fait 3 mois que j'ai pas fait d'émission Les Apparences. Et cette semaine, donc on commence dans mon exposition qui s'appelle L'impuissance, qui dure jusqu'au 11 mars prochain. Et cette semaine, donc, je vais faire des hors-séries tous les samedis à 17h. Tous les samedis, la galerie, c'est le 21 rue Chapon, et non rue des Filles-Calvaire, mais bien 21 rue Chapon, vous ne trompez pas. Et donc on commence avec la créatrice de contenu, Margot Brudvin. Bonsoir. Merci Margot d'être là, je suis trop content. Moi aussi, je suis ravie. Je suis un peu timide, voilà. C'est la première fois que je fais une interview intime avec des gens devant, et tout ça avec du public. Merci au public d'être ici, c'est trop rigolo. Merci notamment à 2 peintres des Apparences qui sont là, donc Olivier Masmonteil et Mireille Blanc. Mireille Blanc, dont tu as écrit un texte sur elle, je crois. Oui, c'est la seule artiste pour qui j'ai écrit un texte. Et Olivier, avec qui tu as fait plein de choses, mais ça on en parlera pendant l'émission. Voilà. C'est hyper joli. Alors juste pour des petites informations, donc je vais reprendre des interviews de peintres aussi le dimanche. Ça va pas venir tout de suite parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses, et donc là je vais faire des samedis et des dimanches après d'affilée, mais vous allez voir, ça va se mettre tranquillement. Et puis donc la semaine prochaine il y aura Stéphane Coréard ici, la semaine d'après il y aura Aurélien Bélanger, et la semaine encore d'après il y aura François-Marie Desrolles qui s'occupe des ateliers contemporains, c'est les écrits sur les artistes. Donc il a publié notamment les écrits de Gilles Ayot ou de Gênes Leroy. Voilà. Je ne sais pas comment il fait, donc c'est pour ça que je m'intéressais de l'inviter, parce qu'il publie à peu près 12 livres par mois, donc je ne sais pas trop comment ça marche, son modèle économique. C'était d'abord ça qui m'intéressait, j'avoue. Et donc Margot, on va commencer ensemble. Et l'idée, c'est qu'on va partir de ton parcours. Alors c'est assez étrange, parce que j'en ai parlé avec plein de gens, et tout le monde me dit « Ah, mais ça fait vraiment que si peu de temps que tu fais tes contenus Instagram et tout ça », parce que tout le monde est là en train de dire « Mais elle est dans le milieu depuis très très longtemps », ou « Elle est dans le secteur depuis très longtemps », et en fait c'est que depuis 2020. 2020, ouais. J'y arrive. Mais d'abord, avant d'arriver à 2020, on va commencer à comment t'es arrivé là. Depuis ma naissance. Depuis ta naissance. Ah, vraiment depuis ma naissance, donc, oui. Vous avez le temps. Moi, j'ai pris mon portable. Alors, on a le temps. D'ailleurs, j'ai pas coupé mon portable non plus. C'est pas très sympa. Hop, voilà. Et donc, on a exactement 3 heures pour d'abord l'enfance de Margot. Donc, Margot, t'es née en 1990. Exactement, ouais. Dans un endroit un peu particulier. À Paris. Oui, mais après. Ah oui. Non, j'ai grandi en Martinique, donc de l'autre côté de l'océan. Et jusqu'à mes 10 ans, donc c'était une merveilleuse enfance, mais pas avec beaucoup d'art. Donc j'ai eu vraiment une enfance parfaite, dans un cadre parfait, avec des parents qui s'intéressaient surtout beaucoup à la littérature plus qu'à l'art, à l'histoire de l'art. On est rentré dans l'Hexagone quand j'avais 10 ans, et on a beaucoup déménagé, mais que dans le sud de la France. Donc c'était Marseille, Carcassonne. Et Avignon. Voilà. Et bon, j'ai passé pour le coup mon lycée à Carcassonne, qui est, je suis désolée pour les Carcassonnais qui écouteront peut-être, qui n'a pas été ma ville préférée. Et c'est là, je pense que j'avais vraiment ce désir de monter à la capitale, et vraiment un désir très 19e siècle, puisque j'étais plutôt passionnée de littérature et de littérature du 19e siècle, et j'avais cette idée d'un Paris bohème totalement fantasmé, littéralement bohème, parce que je pense que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art en lisant Bohème d'Anne Frank et des bandes dessinées type Kiki de Montparnasse. Donc j'avais vraiment cette idée de je vais arriver à Paris et ce sera cette vie-là qui n'a jamais existé. Parce qu'entre-temps, à Carcassonne, tu te faisais harceler, c'est ça? Oui, ouais. C'était une merveilleuse période de ma vie. Ouais. Fin collège, début lycée. Et oui, donc il y a eu un petit retranchement dans effectivement le monde d'Internet, des livres et de l'art. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait déjà un retranchement en fait en Martinique, parce que tes parents étaient très cultivés, tout ça, ils avaient une grande bibliothèque et tout ça, mais il y avait quand même un truc un peu d'isolement, c'est-à-dire ça se faisait très à la maison, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où partir. Oui, on était, c'est une île, donc j'aime bien essayer de définir d'où vient un désir de partage ou des choses comme ça, et je trouve que ça avait un peu de sens. Je sais pas si ça vient du fait d'avoir été aussi isolé, mais effectivement, puis j'ai eu dès le collège, lycée, des skyblogs, donc il y avait toujours vraiment le désir de partager sur clairement mon avis et tout ce que j'aimais et tout ce que je découvrais, mais depuis le collège, lycée. Et donc tout d'un coup, Paris.
Paris. Et donc, comment Et ça oui. passé Et donc j'ai passé... Là, d'un coup, c'est l'Institut catholique de Paris. Ouais, donc c'était pas non plus la bohème et la vie donc c'est un folle. endroit privé. Ouais. Et là, tu as pris l'histoire de l'art. Et j'ai pris histoire de l'art. En fait, je voulais faire de l'histoire de l'art, mais il y a ce truc où on est obligé d'aller dans l'université de notre région. Donc moi, j'ai passé mon bac à Carcassonne, donc j'étais censée aller à Montpellier, ce qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi, puisque mon désir, encore une fois, c'était vraiment de monter à la capitale. Et donc, comme beaucoup de gens qui sont allés à l'Institut catholique de Paris, c'était la seule façon d'aller. Parce que je ne savais pas que l'école du Louvre existait. Je voulais aller à Paris et faire de l'histoire de l'art. Donc, c'était la seule solution de ce que je savais. Et donc, oui, c'était... tu connais, je sais que tu connais oui, alors, la l'Institut blague, c'est que catholique moi, de j'ai Paris. été huissier gardien à l'Institut catholique de Paris. Donc, je passe le bonjour à Monsieur Talaoui, qui était le directeur des huissiers gardiens. J'avais 30 ans, j'ai besoin d'argent, donc j'ai fait huissier gardien pendant 1 an. J'avais une veste rouge, c'était vraiment triste, mais c'est comme ça. Et un des trucs qui était un peu étonnant, c'est que c'était quand même c'est censé être une école catholique et tout ça, et ils n'ont aucun tableau dans aucun endroit de l'école. On dirait une école protestante. La bibliothèque est pleine de livres d'histoire de l'art, mais il n'y a aucune image, rien du tout dans l'institut même, à part l'église qui est sympa. Bon, voilà. Oui, où je n'ai jamais mis les pieds. Et donc là, tu t'es retrouvé en échange avec l'Institut catholique de Paris à Boston. Ouais, et c'est là où... On ouvre un peu les fenêtres, quoi. Ouais. Clairement. Et ça a été assez important aussi cet échange aux États-Unis, donc avec une façon d'enseigner totalement différente et avec beaucoup plus de recherche à mener par soi-même et immédiatement un regard d'autonomie, et un regard critique à avoir et une attente un peu plus grande à l'égard de l'intellect, du développement de l'intellect et du regard critique des élèves. Donc c'est là où j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des gens qui avaient pensé à la façon dont on enseignait l'histoire de l'art et remis en question la façon dont elle pouvait être enseignée. Et c'est, je pense, là aussi où j'ai commencé à vraiment imaginer que je pouvais avoir un rôle, trouver une place dans le milieu de l'art, quoi. Et tu m'as dit que c'était là aussi quand tu avais parlé de l'école du Louvre. Et c'est là qu'on m'a parlé de l'école du Louvre. Alors, entre-temps, j'avais découvert que ça existait. Mais effectivement, c'est aussi le moment où, quand mes profs me demandaient tu viens de Paris, donc tu viens de l'école du Louvre? Non. De la Sorbonne? Non. L'Institut catholique, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc c'est là où je me suis dit que peut-être je devrais essayer de comprendre, si je voulais continuer dans le milieu de l'art, comprendre quel chemin je devais prendre. Parce que j'étais vraiment hyper naïve pendant très longtemps, quoi. J'étais juste trop contente de découvrir plein de choses et d'apprendre plein de choses, mais j'avais pas une vraie vision de ce que je pouvais faire plus tard. Il y avait déjà Parcours, non, il n'y avait pas Parcoursup ou des trucs comme ça. Je crois que je suis arrivée juste l'année d'avant Parcoursup. Ouais. J'ai échappé à ça. Dans le vide, quoi. Enfin, il y avait pas de... J'étais dans le vide. Et pourtant, encore une fois, je viens d'un milieu quand même relativement privilégié, bien renseigné. Ça t'assume le côté milieu bourgeois et tout ça, c'est pas un truc... oui, mais je vais pas mentir à dire que je viens de... Et donc là, tu te retrouves à l'école du Louvre. Je me retrouve à l'école du Louvre pendant 2 ans, donc j'ai fait que le master de l'école du Louvre. Donc je regrette un peu de ne pas avoir eu les 3 premières années où on va vraiment faire cours dans le Louvre, ce qui, je pense, est vraiment la chose merveilleuse de l'école du Louvre. Donc j'ai été un peu déçue parce que c'est ce à quoi je m'attendais. En master, c'est très différent. Et en fait, en parallèle, je faisais 1 milliard de choses. Je bossais, j'étais au conservatoire d'arrondissement de théâtre. Donc c'était... Tu bossais déjà à la Galerie Marie-Lune Non, en première année, je faisais plein de petits boulots. En 4e année, plutôt, je faisais plein de petits boulots. Et effectivement, en l'été de la 4e à la 5e année, c'est le moment où je me suis rendu compte que la fin s'approchait et que on m'avait toujours dit qu'il n'y avait aucun débouché en histoire de l'art, donc il fallait que je me bouge un peu. Donc j'avais trouvé un premier stage dans une grosse galerie pour ma 5e année. J'étais terrorisée parce que j'avais jamais travaillé en galerie, donc je me suis dit il faut que je trouve une autre galerie entre-temps. Et il y avait cette galerie qui s'appelle la Galerie Marie-Lune, qui est rue de Turenne, où je savais que la galeriste était merveilleuse. À chaque fois que je l'entrais, elle était particulièrement agréable, particulièrement généreuse. Je me suis dit ok, c'était peut-être le bon endroit pour avoir une première expérience. Et
j'ai fait donc un premier stage chez Maria Lund et en fait à la fin de l'été elle m'a embauchée. Donc en 5e année effectivement je partageais mon temps entre l'école du Louvre et la galerie de Maria. Et ça pour raconter parce que le milieu de l'histoire de l'art c'est un milieu extrêmement difficile. Il y a très peu de postes pour beaucoup d'étudiants. Donc pour vous raconter ça, j'ai une amie qui était donc pensionnaire à la Villa Médicis. Qui était historienne de l'art, qui avait énormément de diplômes, qui après a passé un an aussi à Florence. Et je l'ai vue littéralement fondre en larmes de bonheur parce qu'elle avait un poste à Limoges comme professeur d'histoire de l'art. Quoi. Mais fondre en larmes de bonheur, pour dire le... Et c'était un poste qui doit être payé 2300 balles ou un truc comme ça. Donc c'est pour dire que c'est quand même extrêmement dur, ce milieu-là est particulièrement difficile. Quoi. Donc c'est vrai que... Voilà. C'est très dur dans les galeries, il y a quand même il y a certaines galeries où les gens restent très longtemps, sont très bien traités. Là, je parlais plus du milieu de l'histoire de l'art. Ah oui, du milieu de l'histoire de l'art. Oui, ça, j'ai vite compris que c'était le milieu de la recherche. Voilà, la recherche et tout ça. Puis hyper compétitif, quoi. C'est bon. Et ils sont pas très bien traités, effectivement. Et alors, entre-temps, tu as quand même fait un mémoire sur les artistes africains dans l'art occidental, ce qui est un sujet qu'on va reprendre après, mais oui. Ouais, en 5e année, c'était. Pourquoi c'était c'est après du coup avoir fait ce petit moment à Boston et être retourné dans un système très classique d'éducation en France, à Paris, je me suis rendu compte que j'avais eu des cours d'art traditionnel africain, mais rien de contemporain et tout était très européano-centré, occidentalo-centré et je me dis bon, il y a des pans entiers du monde sur lesquels je ne sais rien. Et c'était une démarche un peu naïve, curieuse ou naïve ou les deux, c'est l'occasion, j'ai un mémoire à faire, il faut que je trouve un angle, mais je peux réussir à faire une petite exploration. Et en fait, ça a été un moment aussi important, parce que c'est là où j'ai découvert les études postcoloniales et les études aussi sur les questions de genre dans l'histoire de l'art, donc qui existe depuis les années 70 aux États-Unis, mais dont mes professeurs n'avaient jamais entendu parler. Donc c'était aussi le moment où mon regard a aussi un peu basculé. Il y avait plus de la moitié de l'humanité qui n'était pas dans l'histoire de l'art. Voilà. Oui, parce qu'en 5 ans, en fait, ça je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais en 5 ans d'études, j'ai jamais étudié une seule artiste femme. J'ai repris mes cours, on les a repris avec d'autres potes, et jamais. On pense que peut-être une fois, Elisabeth Vigée-Lebrun a été mentionnée dans un cours, mais on n'a jamais vu une œuvre d'elle en cours, quoi. Et là, c'est la partie que je préfère de ta biographie, la dépression. Oui. Tu veux nous parler un peu de ta dépression de 3 ans? Oui, je sais qu'on aime tous Désolé, les moi deux. j'ai besoin d'avoir un peu de vérité, un peu de sang, un peu de... Voilà. Ah bah non, je sais qu'on aime tous les deux beaucoup parler de Luz. Oui, il y a eu de longues années de traversée de... Donc 3 ans de Luz. C'était long. Il y a mon mari au fond qui était déjà là et qui peut témoigner de 3 années de loose terrible. En fait, après quelques expériences chez Maria, tout s'est merveilleusement bien passé. Après quelques expériences, je commençais un peu à perdre foi dans mon parcours dans le monde de l'art. Autant pendant toutes mes études, tout était hyper gratifiant. Et puis j'étais vraiment une très bonne élève où je savais ce que je devais faire, j'avais des bonnes notes, j'avais tout bien fait comme il fallait. Et en fait, j'avais l'impression de me rabougrir intellectuellement, de plus rien découvrir. Quand on travaille en galerie ou même quand on travaille tout court intensément du mardi au samedi, on n'a plus le temps de voir d'expos, de galeries. Donc c'est assez difficile de petit à petit à la sortie de l'école, c'était pas évident, quoi. Ah non, c'était vraiment pas évident. Et puis après, le milieu de l'art contemporain peut aussi être assez violent. Il y a un moment où c'était trop. J'avais l'impression de perdre vraiment la passion et de faire un boulot finalement de bureau qui m'intéressait très peu et d'avoir aucun lien avec le sujet qui m'intéressait, qui était l'art. Donc j'ai eu un moment où j'ai tout coupé et où je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, où j'ai pris un job qui était vraiment un job alimentaire chez Blablacar. Blablacar, c'est les trucs pour faire du covoiturage. Exactement, ouais. Et où en fait, c'était un... ça nous fait un petit... Parce que comme autre petit job, je la ramène, je suis quand même dans mon expo, j'ai travaillé à Allostop, qui était le truc de Blablacar, mais au téléphone, c'était horrible, mais c'est un autre petit job que j'ai fait. Tu me raconteras après comment ça fonctionne. C'était avant Internet, c'était horrible. Les gens s'appelaient pour organiser des covoiturages pour dire je pars de tel endroit à tel endroit, et je devais trouver les gens, c'était horrible. Mais voilà.
Ah oui, donc on a Je un passé notais le commun. numéro de carte de visa sur les petites fiches en papier, ce qui était vraiment interdit par la loi, mais j'avais toutes les cartes de visa de tout le monde dans ce truc-là. C'est un truc baba cool. Voilà. On pourra faire un numéro spécial des apparences sur les voitures. Petit boulot. Mais en tout cas, ce truc de Babacar, ça a quand même appris un truc parce que c'était en rapport avec le digital déjà quand même. Ouais, en fait, ça a été. Alors, je veux pas faire ce truc qu'on fait souvent quand on a finalement réussi à trouver une place. Voilà, tout a dû finalement, toutes les pierres se sont mises sur le chemin. Non, j'étais complètement perdue. J'étais hyper déprimée. Le job chez Babacar, c'était pas méga intéressant non plus, mais effectivement c'était une grosse boîte structurée où on avait, il y avait des process qui étaient en place et puis c'était l'esprit start-up. Bon, qui par ailleurs, j'ai eu une très bonne expérience chez Blablacar, ça s'est extrêmement bien passé par rapport aux autres expériences que j'ai pu avoir dans le monde de l'art, avec un vrai management, des vrais objectifs et tout. Avec un droit du travail aussi peut-être. Avec un droit du travail, effectivement, qui n'est pas juste une suggestion, mais un vrai code. C'était quand même... Déjà, ça m'a structuré, ça m'a appris à travailler vite, à avoir aussi ce truc dont on a pas mal parlé, plutôt que de travailler pendant très longtemps au même projet jusqu'à ce qu'il soit parfait et que tu puisses le sortir, d'être constamment dans un... Ah oui, ça j'ai appris ça avec toi, le test and learn. Le test and learn. C'est trop bien ça. Ouais. L'idée, c'est de faire les choses, puis on les adapte, on les modifie au fur et à mesure. Quoi. Voilà. Tu testes et puis tu apprends des erreurs, de ce qui ne fonctionne pas et tu améliores constamment. Mais c'est très digital, ça marche moins pour un tableau. Dans ma vie amoureuse, ça ne marche pas non plus. Et voilà, bon, ça a duré 1 an chez Blablacar. Après, j'ai continué à faire du coup des contenus digitaux. Voilà, t'as fait du freelance après. Voilà. Ouais, exactement. Donc, des architectes, des choses comme ça. Ouais. Mais pas vraiment de forme et tout ça. C'était... Enfin, pas vraiment d'horizon, quoi. Ça tombait un peu comme ça. Ça tombait comme ça. J'étais très contente parce que j'étais plus dans le salariat. Je me sentais très très libre. Freelance. Free, exactement. Auto-entrepreneuse, le rêve, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'étais pas chômeuse. J'avais plus de patron, mais c'était pas non plus exaltant, en tout cas intellectuellement, quoi. Et là, patatras. Confinement. Après la dépression, le confinement. Voilà. Et confinement, et où finalement, moi j'étais très contente parce que tout le monde était au même rythme que moi, personne n'avait rien à faire et je me sentais finalement un peu plus au même rythme que tout le monde. Et puis même, j'ai eu une espèce d'élan il faut que je fasse quelque chose. Déjà, j'avais perdu des clients, donc pour ne pas sombrer dans l'angoisse, il fallait absolument un projet. J'allais avoir 30 ans, donc il était temps aussi que je trouve peut-être une chose qui m'intéresse. Et voilà. Et j'avais cette idée depuis que j'avais quitté le monde de l'art de faire des petites vidéos, ou des grandes vidéos d'ailleurs au départ. J'ai revu mes ambitions au début sur YouTube, mais je me rendais compte que c'était pas les bons. J'étais pas du tout dans ces codes-là de faire des choses hyper drôles, hyper cutées, hyper bon. Et il y avait plein de choses qui m'empêchaient de le faire. Déjà, il fallait le temps de vraiment se plonger dedans. Là, pendant le confinement, on avait le temps. J'avais très peur aussi. Il y a quand même un certain snobisme dans l'art contemporain, donc je savais que le simple fait que ce soit sur Internet, que ce soit bien ou pas pour toute une partie de ce milieu-là, ce serait a priori de la merde. Mais je m'étais tellement éloignée du coup de ce milieu que je pense que j'avais plus trop de crainte, j'avais plus rien à perdre, quoi. Donc et puis j'avais très peur aussi de m'exposer, de montrer ma tête sur les réseaux, de peut-être faire des trucs nuls, de pas être super légitime, donc bon. Et alors là, toi, tu avais un compte Instagram qui était de combien de followers à cette époque-là? Tu as une idée Je pense que je devais en avoir 1000, 1005. Voilà. Ouais. Et donc on est en plein confinement. Ouais. Et là, d'un coup, tu postes ta première vidéo, qui est une vidéo sur Frida Kahlo. Exactement, ouais. Je m'étais dit, parce qu'il y a aussi un autre... parce que donc, ça faisait 4 ans que je me disais qu'il fallait que je fasse... que j'avais envie de faire ces petites vidéos. Sur l'histoire de l'art. Ouais. Entre-temps, il y a eu 2017, MeToo et pas mal de prises de conscience. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... j'ai réalisé que j'avais jamais étudié d'artiste femme, que j'en connaissais très peu après 5 ans d'études, et où j'ai découvert qu'il y avait aussi toute une littérature depuis les années 70 sur ce sujet-là. Donc j'ai passé quelques années à découvrir plein d'artistes, à comprendre aussi ce qui s'était dit sur ces sujets. Et au moment de lancer ces vidéos, je me suis dit, c'est le moment aussi de
partager peut-être tout ce que je dévore depuis quelques temps, quoi. Je suis désolé, mais je suis obligé de montrer le début. Comme si sur Instagram, je me suis permis de mettre un petit extrait. Alors on n'a pas mis beaucoup d'extraits de vidéos de Margot, parce que comme en fait on peut les retrouver sur Instagram très facilement, vous les retrouvez, mais là c'est quand même rigolo de la voir dans sa première vidéo, quoi. C'est un peu mignon et tout, quoi. Donc, d'ailleurs je pense à la première vidéo qu'on a fait avec Mireille Blanc, où aussi il y avait un peu de test and learn là, pendant les apparences, mais voilà. Donc là, voyez Margot. Alors j'ai décidé de mettre à profit le confinement pour vous faire une petite série de vidéos sur les femmes artistes que j'aime particulièrement, à commencer par Frida Kahlo. Donc clairement, je ne vais pas vous faire découvrir une artiste pour cette première vidéo, puisque Frida Kahlo est, je pense, l'artiste femme la plus connue au monde. Mais en fait, ce qu'on connaît surtout de Frida Kahlo, c'est sa silhouette qui est devenue tellement iconique qu'il suffit de représenter une couronne de fleurs et un mono-sourcil pour qu'on reconnaisse l'artiste. Et en fait, cette célébrité de son image, de son apparence, elle est en grande partie due au fait que la famille de Frida Kahlo, après sa mort, a vendu son image et son nom, les droits de son image et son nom, à une entreprise qui aujourd'hui est américaine, qui s'appelle la Frida Kahlo Corporation, une entreprise qui a capitalisé au maximum sur l'image de l'artiste et qui en a tiré tous les produits dérivés possibles. Donc on a de la bière Frida Kahlo, du make-up Frida Kahlo, un filtre Snapchat Frida Kahlo, tous les éléments de décoration possibles et imaginables. Donc en fait, cette Frida Kahlo Corporation a énormément contribué en créant donc, des Barbies, du make-up, des serviettes hygiéniques, des serviettes de plage, à complètement dévoyer l'image de Frida Kahlo, à enlever toute la substance, l'essence de ce qu'était Frida Kahlo, de ce qu'elle représente, de son art et de ses engagements. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour rappeler que Frida Kahlo est un des seuls exemples de représentation du handicap dans l'histoire de l'art. Son œuvre, c'est un témoignage hyper intime, hyper puissant de ce qu'est une vie de souffrance, mais c'est pas seulement un martyr, c'est pas seulement une femme qui souffre. Alors, ce qui est intéressant dans le truc, c'est que déjà, on croit. Moi, je pensais qu'elle avait un prompteur, et en fait, non. T'as une technique. Ah oui. Ouais, raconte-nous ça, parce que moi, ça m'amuse beaucoup de l'idée de te voir en train de faire ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas revu cette. Oui, j'aurais. Parce que c'est pas si mal, un peu douloureux. Non, mais ça marche bien, Ouais, bon. Oui, non, là, je regarde mes notes clairement. Maintenant, j'essaye de regarder les gens. En gros, elle regarde un paragraphe, et puis après, tu le lis, et tu le refais comme ça, quoi, en morceaux. Maintenant, je relis ce que j'ai écrit et je le redis devant la caméra, donc c'est pas récité pour tenter de garder un ton un peu informel. Mais oui, là, on voit que je suis encore en train de lire mes notes, que c'est pas. Mais d'ailleurs, j'ai mal présenté, mais là, c'est le début de la vidéo, hein, parce qu'après, tu parles évidemment plus de son œuvre et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà une posture un peu sur l'image, de comment elle est utilisée et tout ça. D'ailleurs, je pense à. Moi, j'ai écrit un article sur Frida Kahlo dans un journal Citizen K où ça coûtait une fortune d'avoir d'un coup les images. Ouais. Enfin, c'est vraiment. C'est étonnant, quoi. Et donc, ça, cette vidéo. D'un coup, tu te retrouves à en poster une toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. C'était pendant le confinement, donc j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Et c'était aussi une forme de défi de me remettre dans. C'était sportif. Voilà. Ouais. Et non, mais c'était trop chouette. Et c'est aussi pour ça que j'ai particulièrement bien vécu le confinement. Bon, aussi parce que je n'avais pas d'enfants et pas personne de malade autour de moi. Mais c'était. J'avais l'impression de redécouvrir, de me remettre dans quelque chose de. Et on précise tout ça avec une certaine quand même rigueur, puisque tu as des formations histoire de l'art et tout ça, et donc il y avait pas tu faisais vraiment attention à tes sources, tu travaillais vraiment beaucoup la question, on va revenir après. Et au bout de 3 mois... Et au bout de 3 mois, oui. En fait, je pensais que ce serait trop... Déjà, je pensais que ce serait trop long, parce que c'était des vidéos de 10 minutes, donc je pensais que c'était trop long pour Instagram, parce qu'il y a toujours cette idée que c'est des contenus du snacking, quoi, des petites choses qu'on picore comme ça. Et en plus, c'était sur l'histoire de l'art. Je voyais très peu de contenu sur ce sujet-là. Il y avait Manon Bril, qui est là depuis très longtemps. Qui fait l'histoire et un peu l'histoire de l'art. Oui, elle est historienne. Elle a un doctorat en histoire de l'art. Et il y avait Camille Junot aussi, la Minute Culture, qui s'était déjà lancée.
Et c'était à peu près tout à l'époque. Il y avait très peu de personnes qui traitaient d'histoire de l'art sur Instagram. Et Manon Bril n'était pas sur Instagram, je pense, à l'époque. Elle était surtout sur YouTube. Ouais. Et donc je pensais qu'il y avait, si personne s'était lancé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de public. Et en plus, si je prenais cet axe des artistes femmes, bon, je m'étais fixé un objectif un peu de 1000 followers en un an. Et en fait, là, il y avait un public captif dans tous les sens du terme. C'était aussi le moment où tout le monde partageait énormément de choses, recommandait énormément de choses à tout le monde. Donc ça, j'ai gagné énormément d'abonnés, de followers, beaucoup plus rapidement que ce que j'imagine. Donc en 3 mois, il y avait 10 000. Ouais. Okay. Et ça a commencé comment? Parce que tu avais tes amis qui t'ont suivi, tout ça, ou ça s'est fait tout seul avec Au début, j'en avais parlé. J'avais même pas dit à ma mère que je faisais cette première vidéo dont j'avais hyper honte. J'ai fini par la partager avec 2-3 amis qui l'ont partagée. Et au bout de 2-3 vidéos, c'était assez fou de voir des gens que je connaissais pas qui commençaient à partager. Donc c'était. Donc tu sais que c'est l'algorithme qui t'a aidé ou c'est un truc de. Au début, c'était vraiment, je pense, les partages, quoi. Les partages en story, ou des gens qui s'envoient les vidéos. Donc je sais pas si l'algorithme m'a beaucoup aidé parce que c'était pas vraiment ce qui fonctionnait à l'époque, ce type de contenu. Et donc, on a dit qu'on éteignait les portables. Et donc après, tu as déployé un peu cette chaîne, on va dire que c'est une chaîne Instagram, on dit ça comme ça? En compte Instagram, oui. En compte Instagram, ouais. Donc tu l'as déployé à faire donc, des portraits de femmes artistes comme ça en continu. Puis tu as commencé à faire des partenariats. Oui, en fait, c'est arrivé aussi plus vite que ce que je pensais. Donc il y a Ah oui, donc ça, t'as commencé en mars et en octobre, t'as commencé les partenariats. En octobre, j'avais les premiers partenariats. Donc ça, c'était assez fou d'avoir des gens en plus, c'était Paris Musée parmi les tout premiers qui m'ont contacté. Donc, Paris Musée, c'est tous les musées de Paris qui sont gratuits, on vous le rappelle, dans tout Paris. Oui. Voilà. Et les visuels aussi sont en haute def gratuits sur le site Paris Musée Images. Oui, les gens du musée d'Orsay. Oui, il y a des images gratuites des fois. Et c'était incroyable pour moi d'imaginer que. Puis ça faisait 4 ans que je bossais plus dans le monde de l'art, donc c'était tout. Et donc là, ils te payaient pour des posts ou ils te payaient pour quoi? Ils me payaient pour des postes pour produire du contenu. Là, pour leur compte à eux. Donc, c'était pour Paris Musée. Ah, d'accord, tu mettais sur leur compte à eux. Oui, on n'avait pas compris la logique de. L'intérêt, c'est aussi que les gens qui sont sur mon compte. Parce que tout le monde découvrait en même temps. Les musées, jusque-là, ne faisaient jamais de partenariat non plus. Donc, on découvrait tout ensemble. On n'avait aucune idée non plus des tarifs. Donc, au début, c'était vraiment. Enfin, moi, j'étais presque prête à faire ça gratuitement. C'était tellement fou de pouvoir travailler avec des musées. Après, j'ai fini par comprendre que tout travail mérite salaire. Mais ouais, c'était Paris Musée très vite. Après, avec Olivier, on a eu... Olivier Masmontaille, il avait produit une émission qui s'appelait Traversée pendant très longtemps, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on était tous les mois avec Bardin, exactement, un Camille Bardin qui est critique d'art, que tu devrais recevoir aussi dans Les Apparences. Voilà. Comme ça, tu auras eu toute l'équipe des Traversées. Ouais, donc pendant tous les mois, on faisait une émission que Olivier produisait. Donc là, vous parliez de l'actualité de l'art et tout ça. Ouais. Et toi aussi, sur ton Instagram, tu avais aussi une certaine influence dans tes stories ou dans tes posts, parce que tu parles aussi des expos du moment. Tu peux parler des expos historiques comme des expos des peintres contemporains. Enfin, voilà, c'est assez large. Avec quand même un point de vue beaucoup très sur les femmes. Oui, il y a toujours un angle assez féministe, mais c'est pas évidemment la seule chose qui m'intéresse dans l'art contemporain. Donc assez rapidement, j'ai essayé de pas devenir la fille qui parle que des artistes femmes. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Je continue. Cette petite série, 3-4 ans après, j'ai pas terminé du tout la liste des artistes dont je voulais parler. Ouais. Et alors, tu as un peu développé aussi ta manière de faire des films. Donc là, on va montrer une autre partie de ta manière de montrer des tableaux. Alors moi, j'aime beaucoup cette partie-là parce que c'est très court. Je trouve que ça devrait être un boulot de musée, on va pas se mentir. C'est du service public de la culture. Et donc, ça s'appelle Cette œuvre parle. Et là, on va voir un tableau d'Alice Neal. Voilà. Cette œuvre parle. Il s'agit d'une peinture inachevée que l'artiste, Alice Neal, a pourtant conservée précieusement jusqu'à sa mort. On est en 1965, le jour où la peintre croise le chemin de James Hunter, le modèle de cette œuvre. Elle ne le connaît pas, mais elle l'aborde immédiatement. Elle veut ajouter son visage à la galerie des portraits de New-Yorkais que cette collectionneuse d'âme peint jour après jour depuis près de 40 ans. Le jeune homme accepte de poser pour elle.
Comme d'habitude, avant de commencer à peindre, Alice Neal discute avec son modèle. Elle observe la pose qu'il prend inconsciemment, cette pose qui, selon elle, dit tout de son caractère et de son statut social, de son essence et de ce que la vie lui a fait. Il lui annonce qu'il vient d'apprendre qu'il est mobilisé. Dans une semaine, il partira pour le Vietnam. Alice Neal commence le portrait. On découvre son processus de travail. D'abord le tracé de la silhouette directement sur la toile, puis de la couleur pour ce qu'il y a de plus important, le visage et les mains. Fin de la première séance. James Hunter doit revenir plus tard pour terminer le tableau. Alice Neal ne le reverra jamais. La peinture, c'est de l'histoire, disait Alice Neal. Si elle a décidé de signer ce tableau et ainsi d'en faire une œuvre achevée, c'est parce que, dans son inachèvement, cette œuvre parle. Elle raconte une part importante de l'histoire des États-Unis au XXe siècle, celle des vies à peine commencées, suspendues par le départ pour cette guerre qui ne concernait en rien ceux qui étaient envoyés au front. Bim. C'était la première, la toute première que j'ai faite. Ouais, très drama quoi. Cette œuvre. Moi j'aime bien. Okay. Il y a le truc d'ailleurs qu'on n'a pas dit, c'est je pense à Léna Situation qui parle tout le temps du fait qu'il y a pour les vieux c'est l'horizontal et pour les jeunes c'est vertical les vidéos. Ça c'est un truc voilà. Ouais, c'est Léna Situation, elle dit tout le temps on filme en jeune, en vertical. Non, je sais, c'est drôle. Et ça c'est quand même je trouve que par rapport au contenu qui peut être proposé par certains musées où c'est des contenus souvent rigolos ou qui se veulent un peu populiste, on peut le dire, c'est-à-dire de faire des trucs comiques pour dire venez dans notre musée parce que c'est pas que faire des blagues avec les tableaux et tout ça. Je trouve ça plus intéressant ce genre de choses où d'un coup ça raconte quand même une histoire et ça nourrit presque le regard à regarder le tableau quoi. Voilà, en très peu de temps. Ouais. Je pense que c'est très compliqué pour pendant longtemps ça a été compliqué pour les musées de trouver la voix qu'ils pouvaient avoir sur les réseaux sociaux. Déjà pendant très longtemps les comptes Instagram c'était un agenda de ce qui se passait au musée et ils ont mis très longtemps à comprendre que ça pouvait être une extension des missions du musée, que ça pouvait être un outil de médiation et pas seulement de communication. Et après il faut trouver comment faire cette médiation avec énormément d'idées reçues sur comment il faut faire sur les réseaux sociaux et on en a parlé déjà tous les deux 1000 fois, mais effectivement je trouve qu'il y a des choses qui relèvent du service public qui devraient être faites aussi sur les réseaux. Et par ailleurs il peut y avoir des créateurs créatrices de contenu très drôles et qui abordent l'histoire de l'art avec des points de vue complètement décalés. Et c'est super de faire appel à eux, mais est-ce que ça doit être la voix de l'institution et la façon de faire? Je ne suis pas convaincue non plus. Et ça, pour en avoir parlé avec beaucoup d'institutions, un des problèmes qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas incarner. C'est-à-dire que toi, en fait, ça a l'air de rien, mais le fait que ça soit ton corps, ta voix, qu'on se retrouve et tout ça. Là, tout à l'heure, il y avait des jeunes filles qui se sont trompées d'expo et qui sont venues dans mon expo et qui t'ont reconnu d'Instagram. Bon, le fait, elles t'ont reconnu parce que c'est ta voix, parce que c'est ton corps et tout ça, et donc elles savent qu'elles vont voir l'histoire de l'art juste parce qu'elles ont vu ta tête, quoi. Ouais. Or, on n'imagine pas Monsieur Pompidou, Monsieur Pompidou, Monsieur Ministre de la Ville de Paris ou Madame Orsay. On les connaît pas ces têtes-là, donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être plus difficile pour eux de. C'est plus difficile, mais je pense que ça peut être fait aussi de sous-traiter. Sous-traiter ou d'avoir une voix qui lit toujours, qui du coup est reconnaissable quand il y a plein de façons de. En tout cas, l'incarnation, je trouve, dans ces médias-là, c'est vachement important d'avoir des. Ça, je m'en suis rendu compte, je l'avais vachement sous-estimé et à un moment, parce que moi je suis plutôt spécialiste d'art contemporain à la base que d'art ancien, et donc je voulais revenir aussi et mettre en avant des artistes et la parole des artistes assez rapidement. Et les premières vidéos que j'ai tentées dans l'atelier d'artistes où on ne me voyait pas, je voyais que le simple fait que je ne sois pas à l'image, ça faisait... Et c'est le truc, quoi. Ouais, il y avait beaucoup moins de vues, donc je me suis retrouvée un peu piégée dans ce truc d'incarnation aussi assez rapidement. Bon, voilà. Et alors on a fait la dépression, on a fait le confinement, maintenant il nous manque la polémique. Et donc la polémique, c'est-à-dire qu'il y a une question qui a été posée autour de ton travail, qui était le fait que peut-être que tu étais en train de piller le travail des historiens de l'art. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que d'un coup on t'entendait plus toi que des spécialistes d'histoire de l'art sur ces sujets-là? Comment ça se fait que tu avais plus de vues que des musées? Comment ça se fait qu'en communication, les musées se retrouvaient à te payer toi plutôt que faire la communication eux? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qui ont été un peu posées sur la table, notamment par cet article, notamment de Camille. C'est Camille Bardin voilà, Camille et Bardin. Samy Lagrange et
et Voilà. Mathilde Lacha. Donc ça, je mettrai le lien sur la chaîne Oui. YouTube, mais là, je ne peux pas vous le mettre, désolé, hein, je ne peux pas tout faire non plus. Et donc, voilà. Donc ça, c'était une grande question, parce que moi, je sais que tu t'es retrouvé même des fois à voir des erreurs dans les musées. C'est-à-dire que tu travaillais sur une exposition, Ouais. et tu te rends compte qu'il y avait des erreurs dans le musée et pas dans ta vidéo à toi. Enfin voilà, donc c'est une question que, bon. à force parce que c'est Ça un arrivait peu une maniaque. fois, c'est pas... ouais. On dit le général, c'est marrant, Ouais. ça fait peur à tout le monde, c'est très bien. Non, mais oui, en fait, je pense que c'est des polémiques qui sont beaucoup venues du milieu de la recherche. Bon, de quelques chercheurs-chercheuses par ailleurs, vraiment pas. Ah oui. Et c'est d'ailleurs il y a un chercheur et une chercheuse qui ont participé à cet article, qui justement étaient très énervés par le fait que, a priori, une partie du milieu de la recherche soit prête à défoncer tout ce qui se faisait en dehors de. Et il y a aussi une question de qui est légitime pour parler, pourquoi. Effectivement, la vraie question, c'est pour ces chercheurs-chercheuses, c'est pourquoi les musées font appel à moi plutôt qu'à des personnes dont c'est le travail de travailler en profondeur sur ces sujets depuis des années, quoi. Bon, quoi, ma parole est plus légitime que... Bon. Mais ça, il y a un peu le même problème. Par exemple, je connais ce problème-là pour les matinales par exemple, de radio, des choses comme ça, où il y a toujours le spécialiste et celui qui parle bien. Ah ouais. Et en fait, il y a celui qui parle bien, il a lu le spécialiste, donc il parle bien, et en plus, il est spécialisé, quoi. Ouais. Et donc, il y a toujours souvent ce truc-là, c'est toujours un problème même de médias, quoi. Ouais. Bah, après, bon, ces polémiques, elles ont été pas toujours Agréables, ouais. agréables, pas du tout. Elle a été re-harcelée. De nouveau. Ah. Mais bon, déjà, j'étais aussi très soutenue et quasiment tout de suite, y compris par des chercheurs-chercheuses qui sont un peu entrés dans l'art des quelques personnes qui étaient un peu contre. Après, je pense que c'est pas nouveau à chaque fois qu'il y a... Bon, bref, Il y a quelque chose de nouveau, ça oui, va pas. ça, voilà. Et puis, bon, par ailleurs, c'était aussi ça s'est calmé aussi parce que les personnes ont fini par se rendre compte que toutes mes vidéos étaient sourcées, que ce qui m'était reproché n'existait pas, puisque je cite les chercheurs-chercheuses et que je travaille avec des chercheurs-chercheuses. Moi, je pourrais aussi, ça m'a aussi Parce que tu lis des thèses pour faire tes vidéos, tu lis des bah thèses, oui, tu bosses vraiment. plusieurs quoi. Ouais. chaque fois, et qui sont toutes listées sous mes vidéos. Mais ça m'a aussi fait réaliser la situation de la recherche en France, ouais, la parce qu'on peut frustration. regarder de l'autre bout, c'est qu'ils sont complètement à devoir faire des comment on appelle ça, des publications à longueur de temps. Enfin, il y a une espèce de pression comme ça continue à devoir publier, à pas avoir le temps, à devoir faire des cours et tout ça. Enfin, il y a pas. Et puis ils sont vraiment pas beaucoup l'air pour le isolés faire, quoi. Ouais. Donc après, je pense que ça peut être aussi un travail de ma part et de la part de toutes les personnes qui ont peut-être un peu plus de visibilité, de visibiliser aussi leur travail, quoi. Et est-ce que tu as eu des retours de mecs, je sais pas, de machos En fait, c'est... Est-ce qu'on t'a dit, ouais, mais ça va, c'est bon les femmes? Non. C'est la chose merveilleuse des algorithmes, c'est que tu restes dans des bulles de... Non, en fait, je m'attendais justement à avoir des retours de... Virilistes. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi un peu étonnée quand il y a eu finalement pas si connu, non, ouais. Je pense que c'est ça. C'est encore très très niche, tu vois, les gens qui s'intéressent à l'art contemporain ou à l'art de façon générale. Bon, c'est pas non plus, ça sort pas du cercle des gens qui me suivent ou des gens qui suivent les gens qui me suivent. Donc j'ai jamais eu de raid de masculinistes. Non, mais comme en ont beaucoup de. Franchement, j'ai été très épargnée. J'ai très peu de commentaires sur mon physique, contrairement à l'immense majorité des femmes qui s'expriment sur Internet. Moi, j'ai que ça. Ah oui. Et j'ai jamais eu, ou presque jamais eu, quelques petites menaces de viol, effectivement, par-ci par-là, mais ça reste très, très épars par rapport à des femmes qui parlent de sujets peut-être un peu plus visibles, où il y a un peu plus de public, quoi. Alors, vraiment, c'est la pire transition de ma vie. Menace de viol. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que tu as faite, parce que tu as travaillé aussi sur la cuisine. Donc la cuisine, c'est tu parles des artistes. Ah oui, quelle transition.
marche bien. Parfait. Donc tu t'intéresses aussi aux artistes, tu fais des portraits d'artistes contemporains. Donc tu as fait parler des gens comme Julien Andréani, comme Jean Clarac. Et donc là, tu as fait parler Kubra Rademi. Voilà, donc tu as fait une longue vidéo. Kubra Rademi a été brutalement arrachée à son pays, l'Afghanistan, en 2015. L'artiste avait simplement réalisé une performance dans l'espace public. Elle s'était habillée d'une armure qui soulignait les courbes féminines de son corps et elle avait simplement traversé une place de marché de Kaboul, principalement fréquentée par des hommes, et sa simple présence dans l'espace public avait déclenché une émeute. Elle avait réussi à s'extraire de cette émeute, à se cacher, mais la rumeur de cette performance a enflé, a enflammé Kaboul, a enflammé le pays. Les réactions ont été d'une radicalité extraordinaire. Kubra Rademi a été menacée de mort et a vite compris qu'il fallait qu'elle organise sa fuite. Elle s'est retrouvée en France quelques jours à peine après cette performance et elle n'aurait jamais imaginé que cet acte artistique, que cette performance puisse avoir de telles conséquences. Elle n'avait jamais imaginé quitter l'Afghanistan, elle n'avait jamais imaginé venir vivre en Europe et du jour au lendemain, elle était arrachée à sa culture, arrachée à ses proches et propulsée dans un pays dont elle ne connaissait rien. Vraiment, l'endroit où elle a grandi a nourri son œuvre, ce qu'il y a à comprendre de sa culture pour mieux saisir, pour mieux entrer dans son travail. Je suis grandie dans les endroits où on vit avec des histoires. Je connais très peu ma grand-mère, mais elle était capable de vraiment raconter des histoires mythiques. Avec des contextes, à Bamiyan, dans cet endroit, et dans une montagne où est notre village. Quand elle raconte même un mythe, tu as l'impression que les choses ils sont réelles, ils sont passés. C'est pour ça que c'est fascinant. Et ma mère, que je dessine aussi beaucoup, elle a quelqu'un qui est très présente dans mon travail. Elle est aussi inspirante dans la personne qu'elle était. Parce que c'est une femme inalphabète. Mais elle raconte. Elle raconte en fait. C'est une narratrice incroyable. Elle a un talent de narration. Moi, j'ai eu toujours ce sentiment, s'il pouvait aller à l'école, s'il pouvait avoir l'accès à études hautes, elle était dans la littérature. Soit était un poète, soit était une grande écrivaine. On grandit avec la poésie chez nous. Malgré nos parents, ils sont inalphabètes, mais la présence de poésie et de littérature, elle est tellement dans mon culture que c'est indispensable d'acheter des livres de poésie. Il y a toujours des livres de poésie chez nous. C'est responsabilité. Et du coup, je viens de cette culture-là. On ne peut pas dire comment tu es un artiste. L'art, elle est là. J'ai cet héritage les femmes avant moi. Kubra Rademi a développé une véritable mythologie composée de ces femmes nues combattantes qui expriment les différentes facettes de l'expérience d'être une femme, les plus puissantes, les plus terribles, les plus intimes parfois, les plus tabous. Ces œuvres sont souvent irrévérencieuses puisqu'elles refusent toute forme de honte et elles représentent tout ce que le corps d'une femme est capable de faire, y compris par exemple déféquer. Quand j'ai évoqué la gêne que peuvent ressentir même des yeux occidentaux devant les images de ces femmes nues qui défèquent, elle a explosé de rire. Oui, c'est vrai. Mais mon caca dans mon art, il y a valeur. Mon caca, il est valuable. C'est bien de voir une femme qui fait caca. Une femme devrait faire caca sur beaucoup de choses. Mais elle veut être jamais commissionnée ou je veux dire faire plaire quelqu'un ou non. Faut jouer être elle-même libre. Ouais. L'art, ça se crée, c'est l'horizon qu'il montre, c'est la liberté en fait. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de plus belle et de plus forte conclusion à cette vidéo. Vous l'aurez compris, je pense que Kubra Rademi est une artiste extrêmement importante. J'espère que vous accepterez cette proposition de dialogue qu'elle offre à travers son travail. J'espère qu'elle nourrira vos imaginaires et votre soif de liberté. Et donc, tu as d'autres. Donc, il y a la vidéo de Kubra, et donc, ça, c'est des portraits qui s'appellent La Cuisine. Puis après, tu t'es mis aussi à faire des portraits d'artistes. Donc, ça, c'est un peu la même chose, ouais, pardon. Tu t'es mis aussi à faire des livres du mois, donc, ça, c'était plus en lien à la littérature. Donc, tu parles de livres. Oui, en fait, je parle principalement d'art sur ce compte, mais depuis le départ, je parle aussi un peu des films que je vois, des livres que je lis. Donc, effectivement, là, mais depuis quelques mois, je le fais en vidéo, donc ça devient plus visible. Et c'est assez intéressant. Les Chino, tout ça, oui. Ouais, bien sûr. Et là, plus grosse prise de risque, tu fais des mini-critiques. Oui.
Et là, d'un coup, tu te retrouves à critiquer des institutions ou des expositions des institutions qui pourraient t'employer plus tard. Ouais. Et donc ça, comment tu le gères c'était... Alors j'ai toujours été... Quand je vais voir des expositions, mais jusqu'ici je le faisais en story, pendant longtemps j'ai eu l'idée que... Tu vas pas dire que c'est de la merde quand même. Ah, on verra. Merde, ok. Bon. Non, j'adore, je suis fan. Ouais. Et oui, donc j'ai toujours... Bon, quand j'aimais pas et que vraiment il y avait quelque chose qui me dérangeait, je l'ai toujours dit. Mais en story, et je me suis rendu compte qu'il y avait un peu cette idée que j'étais un peu la ravie de la crèche, que j'adorais tout, que tout était merveilleux, que tout... Et alors que dans la vraie vie, je suis pas vraiment comme ça. Et c'était aussi important de pas devenir une espèce de page publicité et hyper lisse et de parler que des choses que j'aime, ce qui était... Bon, puisqu'il faut choisir dans le contenu, j'ai préféré parler un peu de ce que j'aime. Donc je me suis dit que j'allais quand même avoir un espace, un format où je pourrais avoir un vrai regard critique et pas juste en une story où je mentionne deux points. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'il n'y a quasiment plus rien comme critique en France. Il y a Stéphane Correa que tu vas recevoir, qui peut être un peu critique. Il y avait des disputes avant, c'était toutes les semaines, tous les mercredis. Maintenant, c'est une fois par mois presque, où il parle que de 2 expositions, donc c'est pas non plus... Ouais. Mais c'est vrai que il y a un manque de critiques. Bon, après, il y a Jeune Critique où il y a des critiques, mais qui s'adressent vraiment qui sont très peu lues ou qui sont très peu vues. Et puis, en fait, ça fait aussi partie. Le but avec ce compte, c'est aussi que les gens aillent au musée et s'approprient les œuvres, les expos et un regard critique aussi. Donc, Alors, d'un point de vue un peu pervers, là, avec l'affaire Judith Godrèche et tout ça, autour de la critique du cinéma, parce que Judith Godrèche reprochait aux gens du Cahier du cinéma et tout ça de pas prendre position par rapport à ces histoires-là. Ce que j'ai trouvé très fort, il y a eu plusieurs choses qui sont faites autour de ça, c'est l'idée que la critique était aussi un instrument de valorisation de l'artiste-auteur. C'est-à-dire que d'un coup, le fait qu'il y ait des gens comme la critique, qui n'étaient pas forcément des gens qui vont pousser les gens à aller au cinéma, mais ils vont juste pousser les gens à dire « Ah, c'est un grand auteur ». La figure d'auteur de l'artiste, voilà. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça drôle parce que d'un coup, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un problème en France sur le rapport aux artistes où vraiment on n'est tellement pas du tout intéressant ou intéressé que on ne nous regarde pas. Et d'un coup, je me suis dit, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de critique, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit où ils disent, ah, cette personne-là, cette Mireille Blanc, vraiment quelle splendeur. Et moi, je vous le dis. Et c'est une splendeur. Ouais. C'est Olivier Masson, on refait pas Olivier là, c'est Olivier Masson, quelle splendeur. Mais c'est une splendeur. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi ce truc-là que la critique, ça pouvait aussi servir. C'est un truc qui manque, mais ça sert aussi de mettre des gens sur des piédestals, d'autres non, faire des comparaisons, et en tout cas dire qu'est-ce qui est bon, mauvais, enfin voilà. Et donc ça, je trouve ça intéressant de ta part de... Oui, puis je pense aussi, comme on n'a pas vraiment de cours d'histoire de l'art en France, pas d'éducation à l'histoire de l'art, le fait de voir quelqu'un qui va au musée et de comprendre ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, pourquoi ça lui plaît pas, ça forme aussi une forme de regard ou et d'idée d'indépendance, qu'on peut rentrer dans un musée, aimer, pas aimer, et assumer une opinion. Ça, c'est par exemple un cliché d'école d'art en France, c'est qu'on interdit de dire j'aime pas, alors que c'est peut-être presque un début de dire ok, t'aimes pas, pourquoi, t'aimes, pourquoi, quoi. Mais voilà, c'est une vraie... c'est un truc compliqué. Écoute, je pense qu'on va passer à la deuxième partie. Ça marche. Qui est en même temps en lien avec la première partie, puisque je t'ai demandé une des œuvres dont tu étais particulièrement fière dans ta carrière. De mes œuvres. Voilà, je dis œuvre, hein, voilà. Et tu m'as parlé d'une vidéo sur Charlotte Salomon, dont, alors pour les plus fans des apparences, ils savent que Eric Kahn en a déjà parlé. Il n'y a que moi qui sais que Eric Kahn en a parlé. C'est vrai. Et donc cette vidéo, pourquoi t'en es fier? Peut-être avant d'en parler, on va mettre juste un morceau un montage que j'ai fait dessus, que j'aime beaucoup. Mais peut-être tu veux qu'on regarde d'abord et qu'on commente après, ou que tu veux parler d'abord? En fait, tu n'as pas vu la vidéo, peut-être on regarde la vidéo d'abord. Ouais, regardons la vidéo d'abord. La vidéo elle dure 4 minutes. Et là, encore une fois, la vidéo elle dure 15 minutes. Hein, donc c'est un vrai storytelling et tout ça, elle raconte tout. Donc, mais voilà, je vous laisse regarder parce que je trouve ça. Voilà. Cet autoportrait de l'artiste Charlotte Salomon, vous l'avez très certainement déjà vu. Ça fait des années que je le croise en librairie sur la couverture de la biographie que David Fuenquinos lui a consacrée en 2014. On me conseille de lire ce livre depuis 10 ans. Et depuis que je réalise des portraits d'artistes femmes sur Instagram, on me parle très souvent de Charlotte Salomon en message privé. Et puis, depuis début 2024, je me sens
cerné. Il y a un documentaire qui lui est consacré sur Arte. Il y a des affiches partout dans Paris annonçant un spectacle dans lequel Audrey Tautou lit l'histoire de Fuenquinos. Son regard grave me suit partout. Et puis un jour, à un arrêt de bus, j'ai fixé Charlotte en retour et je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne m'étais pas intéressée à elle jusque-là. Pourquoi est-ce que je ressens une forme de méfiance à l'égard de ce portrait qui est devenu une icône. Une icône de quoi? Je ne sais pas exactement, puisque en fait, je ne sais quasiment rien de Charlotte Salomon. Puis, Alfred rencontre Charlotte. Là, Charlotte Salomon indique qu'elle va désormais raconter l'histoire malheureuse de Charlotte, mais elle précise que l'histoire ne sera pas racontée du point de vue de l'héroïne, mais du point de vue de l'autre partie, c'est-à-dire du point de vue d'Alfred. Alfred, qui très peu de temps après sa rencontre avec la jeune fille, est persuadé qu'elle est amoureuse de lui. À ce moment-là, devant ces pages-là, j'ai vraiment l'impression d'être face à un récit qui aurait été écrit en 2024 pour illustrer parfaitement, précisément, le phénomène d'emprise, les stratégies de manipulation d'un prédateur. Alfred a plus de 40 ans, il est expérimenté, il est même fiancé. Charlotte, elle, a à peu près 20 ans et elle n'a aucune expérience amoureuse. Alfred alterne les moments où il couvre la jeune fille d'attention et de longues périodes où il l'ignore totalement. Il la complimente, puis il la critique avec virulence, ce qui met Charlotte dans une position de vulnérabilité totale. Et puis Alfred félicite Charlotte Salomon de braver l'interdit, d'oser mentir à ses parents pour le rejoindre. Il l'appelle une jeune fille dangereuse, mais juste après, il lui dit qu'il la trouve trop crispée. Une tape vigoureuse sur une certaine partie de votre corps vous ferait le plus grand bien. Comme avec Paula, il utilise également ses théories sur la pratique de l'art pour séduire Charlotte. Il lui dit notamment qu'elle ne sait rien de ce qu'il faut endurer pour peindre. Il embrasse Charlotte. La jeune fille lui confie qu'elle l'aime, mais quand il essaye de la toucher, quand il essaye d'aller plus loin, elle lui dit que c'est un porc, qu'elle le trouve répugnant, elle lui demande de le lâcher. Il faudra bien que tu t'y fasses, lui répond-il. Charlotte Salomon écrit qu'Alfred vit toute cette histoire comme une expérimentation, et quand il parvient finalement à coucher avec la jeune fille, elle reste totalement immobile, comme la mort, écrit-elle. Alfred n'a jamais vu ça, il se montre surpris et intéressé, commente l'autrice. À la lecture de ce passage, mon ventre s'est serré. Personne à cette époque-là n'avait entendu parler du phénomène de dissociation que subissent parfois les victimes de viol, cette impression de se détacher de son corps et de ne plus pouvoir réagir à ce qui se passe. Charlotte Salomon ne commente pas cette histoire, elle ne la raconte en fait même pas de son propre point de vue, elle ne nous dit pas ce qu'elle pense de ce qui s'est passé, elle nous laisse juger, interpréter ce qu'elle raconte. J'ai fini par lire le roman de David Fuenquinos et j'ai été très surprise de découvrir qu'il n'a absolument pas vu la même chose que moi dans les mots et dans les images que Charlotte a choisies. Sous la plume de Fuenquinos, Alfred devient le soleil qui éclaire cette période ténébreuse de la vie de Charlotte. David Fuenquinos décrit la première relation sexuelle de Charlotte et d'Alfred, et dans sa projection, dans son fantasme, Alfred n'est que douceur, Charlotte n'est que désir ardent, et dit-il, elle se cambre avec des oui. Après ce passage, j'avoue que je n'ai plus fait que survoler ce livre pour vérifier à plusieurs passages clés à quel point l'auteur de la délicatesse avait pu étouffer la violence et la colère que j'avais perçue dans le récit de Charlotte Salomon. Voilà. Juste pour le... Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît le travail de... Parce qu'il y a eu un... Oui, t'as fait un peu de montage. J'ai coupé, ok. Ouais, t'as monté mon montage. J'ai demandé l'autorisation. Oui. En fait, Charlotte Salomon a écrit, dessiné, peint sa vie, et David Fuenquinos a écrit un roman d'après son récit qui donne pas la même histoire, quoi. Ce qui est très beau, c'est que c'est vraiment la différence entre un male gaze et un female gaze. Enfin, il y a vraiment là ce truc-là de presque d'incompréhension totale qui est incarné dans les œuvres d'art. Ouais, c'est extraordinaire parce que il avait les mêmes images que moi devant les yeux, le même texte que moi devant les yeux, et lui il dit aussi qu'il est très amoureux. Moi, je ne veux pas prêter d'intention à David Fuenquinos, mais il dit qu'il est. Lui, il dit qu'il est très amoureux de Charlotte. Donc, je ne sais pas si c'est projeté dans cette relation qu'elle décrit comme une relation que moi je vois difficilement comme autre chose que de l'emprise. Mais bon, bref. C'est cette vidéo dont je voulais te parler parce que on le voit un peu au début. Donc là, je vais vraiment l'idée de raconter, donc à la fois de faire un portrait de Charlotte Salomon, mais aussi de raconter comment moi je l'ai découvert,
comment avec différentes lectures, différents points de vue de différents auteurs ou chercheuses, mon regard sur Charlotte Salomon a évolué, à la fois pour toujours dans cette idée de comprendre comment le regard critique se forme, comment la vie, comment on peut voir une œuvre, la voir d'une façon différente, être accompagné par je pense ça, par exemple, il y a le livre de Lola Lafont sur Anne Frank qui est sorti cette année, par exemple, qui était très spectaculaire comme ça, où elle décrit le fait qu'Anne Frank était une vraie autrice, que même son père l'a lâchée. Enfin, donc c'est monstrueux à quel point après que son statut, on va dire, d'autrice était complètement balayé par tous les gens autour d'elle. Parce que disons, son journal a été complètement redécoupé. Caviardé, tout ça, toutes les parties sexuelles étaient caviardées. Alors, j'ai pas de transition parce que j'ai oublié une question. Donc j'ai trouvé transition, c'est dépression, confinement, polémique, pognon. On n'a pas parlé de pognon. J'aurais voulu parler de pognon quand même par rapport à ces histoires-là, parce que c'est aussi une des raisons, à mon avis, qui font un certain ressentiment autour de toi ou par rapport à, oui, parce que les gens pensent que je vis dans un penthouse. Et donc, comme tu faisais, comme tu étais très honnête avec moi quand on a préparé l'interview, soyons honnêtes au départ. Donc, tu as commencé avec des posts où tu t'étais payé 300 balles. Oui, 300 balles pour faire des vidéos de 15 minutes qui me prenaient 3 semaines de. Voilà, ce qui est 300 € pour 3 semaines de travail. Et maintenant, on est selon les postes, selon le temps de travail, selon aussi à quel point ça touche de personnes, plutôt entre 1000 et 3000 € pour les plus. Donc ça y est, sachant que tu m'as expliqué un truc que je pense qui est assez vrai, c'est que je pense que tu as plus de pouvoir, enfin tu as plus on va dire d'influence sur ton public qu'une page dans un journal, par exemple, qui peut coûter 5000 balles. Que l'achat d'un espace pub dans un journal, je suis beaucoup moins cher que effectivement l'achat d'un espace pub dans un journal, et c'est peut-être du contenu qui va un peu plus loin que. D'une part, tu fais de la pub, et d'autre part, tu fais aussi un contenu pédagogique et tout ça, que pourrait faire le musée lui-même, ça on n'a pas dit le contraire, mais par contre, tu as cette double casquette qui fait que finalement, c'est quand même beaucoup de travail aussi, ça peut être une semaine ou deux par vidéo. Quoi. Oui. Oui, c'est rarement moins d'une semaine par vidéo. Comme ça, c'est dit. Mais donc, comme tu n'en fais pas tant que ça, tu ne gagnes pas non plus une fortune. Désolé. Non, mais ça y est, je peux au moins payer mon loyer. C'est ce qui est chouette. C'est un rythme, c'est pas effréné, quoi. J'essaye de faire une vidéo par semaine, mais évidemment de faire attention aussi à vraiment alterner les commandes. Les trucs libres. Je ne parle plus des commandes toutes les semaines. Il ne faut pas fantasmer. Et en plus, tu as une veille. Pour le coup, je dis entre 1000 et 3000 €. Les vidéos à 3000 €, on est quand même dans. Enfin, je travaille avec des musées. Les budgets dans la culture permettent rarement ce genre de. Bien sûr. Donc c'est pour plusieurs vidéos, donc oui, c'est. Bon, c'est pas. De toute façon, on savait en travaillant dans la culture qu'on n'allait pas devenir. Peu de chances de devenir très très riche. Et alors, donc passons aux autres questions. Donc maintenant, je refais mon truc, parce que j'étais un mauvais présentateur. Je prie de bien vouloir m'excuser, accepter mes excuses. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était particulièrement importante pour toi. Alors là, j'étais très étonné parce que tu m'as proposé Jackson Pollock. Alors d'ailleurs, je pense une petite pensée pour Nils qui normalement fait ce boulot-là, et d'un coup, je dois faire les deux en même temps, c'est pas facile. Nils, mon petit frère. Donc c'est Jackson Pollock de Rythme d'automne. Donc c'est un Pollock qui est au Met. Ouais. Alors pourquoi celui-là ? Pourquoi ce tableau ? Parce que quand j'ai commencé l'histoire de l'art, j'étais surtout intéressée par le XXe siècle, et puis par la peinture figurative. Et quand j'ai eu mes premiers cours sur des périodes un peu plus contemporaines, on m'avait présenté ces images et je voyais pas, je comprenais pas du tout. Et c'était juste avant de partir C'est une blague, pardon. Et c'était juste avant de partir Oui, j'ai mis aussi cette œuvre parce que je voulais ta réaction et je voulais savoir ce que tu pensais de... Non, mais j'étais étonné que... C'était en fait un des plus grands chocs esthétiques que j'ai eu en allant... je l'ai pas vu au Met. En le voyant, en fait, je l'avais vu en image comme ça, et en le voyant au vrai, dans une... C'est gigantesque, et c'était en plus dans une exposition au MoMA pour le coup c'était en plus la première fois que j'allais à New York, donc je pense que j'étais dans un espèce d'état de transe et en arrivant devant, je me suis mise à pleurer, mais à chaudes larmes, quoi. Je pouvais plus m'arrêter et j'arrivais pas à saisir. C'était la période de dépression, c'est ça ? Non, c'était avant. J'étais encore dans la période et c'est là où j'ai compris vraiment
Ouais, qu'il y avait un pouvoir magique aussi dans la peinture, et c'est une œuvre où j'arrive pas à rationaliser pourquoi je l'aime autant. D'ailleurs, là, on a un petit peu fait un billet peinture, mais tu ne parles pas que de peinture dans tes peinture, Instagram. ouais. Je précise, parce que c'est vrai que des fois, on oublie des choses évidentes. Alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais. Alors ça, j'ai mieux compris. Donc, Georges Mathieu, Combat devant Florence. Voilà, un truc un petit peu viriliste, comme ça. Bon, voilà, content de lui. Mais c'est un peu l'équivalent de Pollock à la française, quoi. C'était la même période. Il se revendique de. Je te conseille le film de Frédéric Rossi sur Georges Mathieu d'une heure, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas si tu l'as vu ça. Non, j'ai rien vu sur Georges Mathieu. J'adore ce film. Mais c'est vraiment bien. C'est à mourir de rire. Il a du Xenakis qui fait de la musique pendant que Georges Mathieu peint, comme ça au ralenti, c'est formidable. C'est vraiment très, très bien. J'ai hâte de voir ça. Mais et donc pas du tout. Oui, donc, oui, non, j'ai rien à dire dessus. C'est vraiment, je ne comprends pas. Et t'as lu ses écrits ou pas? Parce que ses écrits sont assez dingues aussi. Hein. Ah ouais, bah non, mais je vais m'épargner ça. Parce du que coup, il peut écrire toute l'histoire de l'art et ça arrive à Georges Mathieu. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Ouais, moi, c'est pas un personnage désagréable. Enfin, bon, okay. Bah, peut-être que je devrais me pencher dessus, mais je l'ai aussi choisi en contrepoint de Pollock parce que c'est le même. Ah ouais. Je t'ai demandé un livre sur l'art, un catalogue, un texte critique qui t'a influencé, et tu m'as parlé d'un livre qui s'appelle Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes de Linda Nochlin, édition Feuilleton, très mauvaise édition, je suis obligé de le dire, c'est vraiment un livre illisible, petite typo, gros livre impressionnant qui fait New York, qui fait américain, mais c'est un tout petit livre, donc c'est vrai. Même mais si c'est j'ai eu désagréable. peur en le prenant, et en fait ça se lit très vite. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, c'est le premier. C'est un peu. Alors, c'est pas la toute première chercheuse qui s'est penchée sur la question de la place des femmes dans l'histoire de l'art, mais c'est le texte qui a vraiment lancé toutes les questions sur les études de genre liées à l'histoire de l'art. Elle date de 71, je crois. 71, ouais, exactement. Et c'est une déconstruction très simple, en fait. Ouais. En fait, elle est géniale, Linda Nochlin, parce que c'est une historienne de l'art, mais qui rentre un peu dans l'art et qui pose les questions de façon très, très simple, très factuelle, et qui explique en fait de façon hyper simple quels sont les mécanismes. Elle dit pourquoi il n'y a pas eu de grands artistes femmes. Ouais, avec déjà cette question un peu provocatrice. Elle dit qu'en fait, il y a eu de grandes artistes, mais qu'elles ne sont pas considérées comme des grandes artistes, et elle va expliquer pourquoi. Voilà. Et donc, je vous montre, on va pas. C'est dommage parce que le livre, on pourrait passer une heure dessus. Hein, il est passionnant. Et une des choses qui m'a fait le plus rire, c'est qu'elle prend comme exemple le fait que les femmes n'avaient pas le droit de peindre des nus avant la fin du 19e siècle. Et donc là, par exemple, c'est un cours de Hickins avec des vaches. Voilà, donc comme c'est un peu lié à mon exposition, donc c'est des femmes peintes qui ont le droit de peindre des vaches, mais pas des hommes ou des dames nus. Voilà. Et l'autre question aussi, elle déconstruit un peu quand même le truc du génie. Ça, c'est assez agréable. C'est le côté Picasso. Ouais, quand même, son papa, il était directeur du musée directeur de l'école des beaux-arts de Barcelone, quoi. Donc à quel moment il était poussé. Voilà. C'est une question quand même intéressante. Bon. D'ailleurs, on en reparlera avec Aurélien Bélanger dans deux épisodes. De la question du génie ? Du génie, ouais. J'ai bien entendu là-dessus. Ouais. Voilà, parce que l'histoire de le travail, le génie, tout ça. Je voulais juste parler de ce livre-là qui n'est pas édité en français. Nos amis du musée d'Orsay, si vous ne voulez pas l'éditer en français, le réalisme de Linda Nochlin, qui est génial. Donc c'est que pour les snobs parce que c'est en anglais, mais franchement, ça vaudrait le coup de l'éditer en français. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas édité en français. Comme la dernière fois que j'ai fait des pubs pour les Rosemary Brush, les pinceaux anglais, ils sont retrouvés à être vendus en France. J'essaie de traduire ce livre. Génial. Fais de la pub pour Linda Nochlin. Non, il est vraiment trop bien. Alors je t'ai demandé un autre compte. Alors bon, évidemment je me suis adapté. Donc je t'ai demandé un autre compte Instagram qui te plaisait, et tu m'as proposé un compte de Sarah Velasquez-Orcel, donc qui fait un peu un travail comme ça sur les arts d'Amérique du Sud. Oui, c'est une historienne. Pour le coup, elle est chercheuse, elle est doctorante. On parlait des chercheuses tout à l'heure. Donc elle est en train d'écrire sa thèse. Elle est aussi prof, mais elle prend aussi énormément de temps justement pour partager ses recherches, l'état de ses recherches. J'aime beaucoup la suivre parce qu'on suit aussi comment elle travaille, comment elle découvre petit à petit, redécouvre, remet en question ce qu'elle pensait au fur et à mesure de ses lectures. Parce que aussi, elle est elle-même mexicaine et du coup, elle a des points de vue sur la façon dont sont représentés les arts du Mexique. Voilà. Et en plus, elle est très drôle. Et elle a un chat très cool qui s'appelle Britney, comme Britney Spears. Et le fait de partager comme ça la fabrique ou son parcours, c'est aussi, moi je trouve que c'est une manière aussi
d'abaisser un peu, pas le snobisme, mais la peur qu'on peut avoir par rapport à ces informations-là. Il y a un côté concret qui fait que le faire est plus... le faire est peut-être plus... Ça paraît, oui, c'est encore une fois de montrer comment le regard se forme. Et puis elle est à un niveau, elle est doctorante, elle est aussi très militante, donc elle a quand même un regard très pointu, mais elle arrive à le transmettre avec une énergie. Toi, tu fais pas beaucoup de making-of ou trucs comme ça? Non, très peu. T'embarques pas les gens. Toi, c'est. Enfin, je vois cette vidéo Charlotte Salomon, c'est un peu un making-of de comment j'ai découvert Charlotte Salomon. Et oui, non, mais tu dis pas suivez-moi dans mon truc. Ah oui, je suis en cours de préparation avec tous mes trucs étalés pour montrer que je travaille et que j'ai bien plein de sources différentes. Non, c'est vrai, je le fais pas trop. Peut-être que je devrais un peu plus mettre en scène le travail. Comme ça, bon. Alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais. Alors, Alice Neal est morte, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien Alice Neal, alors j'étais content. D'en parler. On en a déjà parlé, c'est pas grave. On l'a bien aussi, donc on est content. Parce que finalement, oui, t'as remis, mais je voulais pas faire une. Et donc, c'était le Andy Warhol d'Alice Neal, qui a quand même beaucoup d'influence aujourd'hui sur plein de peintres. Donc, vraiment, sur le traitement de la chair. C'est parce que donc Alice Neal, elle peignait que les gens qui l'entouraient, et Andy Warhol lui avait demandé que. Comme par hasard, Andy Warhol. C'est lui qui lui avait demandé d'être peint, et elle avait refusé. Elle a refusé pendant longtemps, et quand il a été attaqué par Valérie Solanas, là elle est revenue le voir en lui disant si tu veux que je te peigne, ce sera torse nu, et bon, ce mec qui se mettait énormément en scène et qui était et qui avait une image hyper maîtrisée, a accepté de poser avec une certaine vulnérabilité face à elle. Et il y a ce morceau de peinture de son torse qui est quand même... il y a une photo de Richard Avedon aussi qui est très belle, je ne sais pas si tu la connais. Oui, oui. Là, vraiment, et voilà. Mais il a les yeux fermés, alors que le regard chez Alice Neal est toujours important, et là il se refuse. Je la trouve vraiment sublime. J'aime bien aussi la partie qui est inachevée au niveau des genoux, des mains. Et il y a un truc aussi de touche très sentie, une touche tendre, quoi. Ouais. Une touche avec du sentiment. Avec du sentiment, mais elle est en même temps pas... Elle le caresse pas dans le sens du poil non plus, quoi. Parce que j'avais de touche à sentir. Je faisais une transition. Ok, je te laisse faire ta... Michel Drucker, ça va me gâcher mon travail. Touche de sentiment, Nathanaël Arbelin. Et donc, je t'ai demandé une peintre contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé ce tableau de Nathanaël Arbelin qui s'appelle Être ici est une splendeur, qui date de 2022, donc qui est tout récent, et qu'on peut retrouver au musée d'Orsay du 12 mars au 30 juin, dans l'exposition éponyme, qui est déjà un succès. Au musée d'Orsay. Elle est exposée en même temps que Vuillard, que Bonnard et que Vallotton, ce qui est trop bien. L'accrochage est vraiment réussi. Ce qui était risqué, parce que c'est... Et c'est méga vivant de la voir accrochée avec des jeunes qui viennent pour voir des Manet, puis d'un coup ils voient une jeune contemporaine avec des portables, et d'un coup ils ont un petit œil un peu plus vif. C'est très beau. Ouais, c'est très beau, et c'est très touchant. Moi, j'ai pleuré dans l'exposition. Toi, t'as pleuré dans l'exposition? Ah ouais. Pollock et Nathanaël Arbelin. Ouais, grand écart. Je le note. Non, mais il y a une histoire assez chouette aussi derrière cette peinture. C'est Être ici sur une splendeur, c'est le titre aussi de l'exposition. C'est un poème de Rilke, qui était un très grand ami de Paula Modersohn-Becker, qui est une peintre du 19e, 20e. C'est ça ? Et le livre de Marie Darrieussecq sur Paula Modersohn-Becker s'appelle Être ici sur une splendeur. Et en fait, Paula Modersohn-Becker, c'est l'une des premières femmes artistes qui s'est peinte nue. Et elle s'est peinte enceinte, alors qu'elle n'était pas enceinte, un an avant d'être enceinte. Et Nathanaël Arbelin, après avoir lu ce livre, et à une période où elle voulait désirer plus que tout avoir un enfant, s'est peinte à son tour enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte. Et elle est tombée enceinte 2 mois après. Donc il y a toute une dimension magique aussi dans le... Trop bien. Voilà. Et là, tout est sublime dans la composition, la touche. Oui, alors ça a été décrit par Philippe Dagen dans un film du Monde récemment. Mais j'ai toujours pas lu, il n'est pas sur Internet. J'ai pas acheté la version papier. Je l'ai piraté, je te dis. Ah, non, ce qui m'a étonné, parce je pense qu'il y a une erreur technique. Il parle du fait que Nathanaël frotte sur le tableau, alors que je crois pas du tout. C'est juste qu'elle a une matière très absorbante qui fait que le tableau fait comme frotter. Mais enfin bon, c'est toujours des trucs d'un coup, des arguments d'autorité comme ça où il décrit le fait qu'elle frotte sur le tableau alors que pas du tout. Enfin voilà, c'est toujours un peu, je me dis d'accord, ça fait 30 ans qu'il s'intéresse à la peinture quand même. Il devrait savoir parce voir que je pense qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Mais c'est comme il est un peu désagréable avec lui des fois. Voilà, peut-être un peu désagréable moi aussi.
Un petit peu le remettre à sa place, celui-là. Mais en tout cas, c'est mon point de vue, hein, c'est pas le tien. Non, je ne dis rien voilà. Et donc contre l'expo, c'est Philippe jusqu'au 30 juin prochain. Et allez-y, c'est trop beau. Eh ben écoute, je crois qu'on y est arrivé. Hein. Ouais, on a Bravo fini. Margot. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai un timing assez dingue, assez bon. J'avais dit 1 heure. On a 1 8 heure minutes, voilà, ouais, c'est pas mal. de plus. Très bien. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'était hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour Margot ou pas? Vous avez trop de timidité ou pas? Enfin voilà, n'hésitez pas. Comme on a un public là, on est content quand même. Alors voilà, si vous avez des questions. J'aurais besoin de micro, pardon. Comme ça, on laisse, Je voulais savoir Stéphane Mongalry. le type de difficulté que tu peux avoir justement pour éviter de mélanger le côté pub et le côté commentaire, le fond, etc. Ouais, c'est une très bonne question. Alors j'ai des formats qui sont toujours les mêmes. Donc il y a les portraits d'artistes femmes, il y a les petites vidéos d'1 minute 30 sur. Et en fait, quand je bosse, déjà, je refuse énormément de partenariats. Et c'est que sur des expositions que j'aurais pu traiter, des artistes qui sont dans l'infinie liste des artistes dont j'aimerais parler. Et ça me permet de financer le fait de faire cette vidéo sur cet artiste dont je voudrais parler. Et donc j'essaye par contre de jamais faire, par exemple pour une exposition sur... par exemple, j'ai eu un partenariat avec le Petit Palais sur l'exposition qui est en ce moment sur la modernité à Paris. J'ai pas fait une vidéo sur l'exposition, mais une vidéo qui pouvait venir en complément de l'exposition, qui était un portrait de Marie Vassiliev, qui est une des figures qui est mise en avant dans le... voilà. Donc c'est... Surtout que c'est un peu délicat quand c'est pour ce type d'exposition où on me demande bien en amont de l'exposition de faire un contenu lié à cette expo. Parce que je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu avant, et ça m'est arrivé d'avoir accepté des expositions qui, sur le papier, me paraissaient superbes, et j'étais très contente de ne pas avoir un format lié directement à l'exposition en elle-même, mais des portraits d'artistes qui entrent totalement dans ma ligne éditoriale et qui permettent de ne pas être uniquement de la publicité basique, aller voir cette exposition, mais qui viennent augmenter le propos. Et tu as déjà eu un ratage comme ça, où tu t'es dit waouh là Il y a déjà des vidéos où j'ai une petite shame quoi. Non, je les publie pas. Ah, okay. Non, il y a des partenariats que j'avais... Bon, ça m'est très peu arrivé, mais il y a quelques partenariats où j'avais accepté et où je me suis un peu fâchée finalement avec les personnes parce que c'était finalement pas possible, quoi. Parce qu'il y a quand même aussi ce truc de... Il faut garder une légitimité et pas... Enfin, je peux pas parler de tout... Il y a un truc aussi en France où l'argent, c'est vraiment pas... C'est compliqué. Enfin, ce rapport-là, l'art, la culture, j'ai l'impression que faire les choses gratuitement, c'est beaucoup plus facile. Oui, mais bon, ça paye pas le loyer, quoi. Oui, non, mais c'est une vraie question hein, de réussir à... Et c'est une question que je me pose à chaque nouveau partenariat. Est-ce que déjà je suis légitime pour faire ça? Est-ce que je peux faire quelque chose qui ne relève pas uniquement de la publicité? Est-ce que c'est comment le faire? Est-ce que je dois le faire? Et c'est des réflexions qu'on a aussi beaucoup avec les autres créateurs, créatrices de contenu. On n'a pas tous les mêmes visions de ce qu'on doit faire. Mais voilà. Alors, comme on parlait des femmes artistes, aujourd'hui il y a plein de peintres contemporaines, enfin il y a plein d'artistes contemporaines, notamment moi aux apparences j'en ai fait parler pas mal et il y a quand même beaucoup de choses et c'est trop bien parce que on voit bien que plus elles sont jeunes, plus on va dire qu'il y a des générations où il y a un peu moins d'artistes. Alors, je dirais que les artistes de plus de 60 ans, femmes, notamment en peinture, là pour le coup, moi je pense qu'il y en a une dizaine, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde tant que ça qui est retenu. Et après plus on descend, plus il y a beaucoup de monde. Je voulais juste rappeler quand même, alors, je regarde Mireille qui va me faire une grimace, mais je ne sais pas si tu t'en souviens Mireille, il y a 60% d'étudiants des Beaux-Arts qui sortent des Beaux-Arts en général, c'est 60%. Et il y a, c'est ça, 30% en centre d'art, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc c'est juste pour rappeler des petits chiffres un peu débiles de la moitié de l'humanité. Oui. Ces derniers chiffres datent de 2018. Je pense qu'il y a eu un petit effort qui a été fait depuis 2017-2018, des prises de conscience successives. Donc il y a encore un petit combat à mener. Mais
j'espère que ça va un peu mieux. J'ai l'impression que ça va un peu mieux quand même. Hein. Moi, je suis pas la bonne personne pour ça. Mais en tout cas, oui. En tout cas, là où ça va mieux, c'est dans les écoles d'art. C'est-à-dire qu'il y a un truc très simple qui, je pense, a été très important pour notamment des artistes comme Nathanaël Herbelin, je pense à Paulinia Sokol, je pense à Christine Safa et tout ça, c'est qu'elles se sont pas fait emmerder par leurs profs. Et ça, c'est déjà énorme dans la construction d'un artiste. Peut-être une autre question ? Sinon, je vais raconter des trucs glauques après. Bon, c'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup, Margot. Merci aux équipes de la Galerie Philippe Calvert. Et puis, on se retrouve, pour ceux qui veulent, la semaine prochaine avec Stéphane Correa. Wouhou!